propos, et en essayant de voir si effectivement, comme le disait Madame Richard, les rapports qui s'entassent disent-ils tous la même chose, et est-ce que nous sommes tous d'accord? Alors, un point est certain, c'est que nous sommes tous d'accord, enfin, en tout cas dans tous les textes que j'ai pu lire, pour considérer que la psychiatrie va mal. Là, c'est un constat unanime, avec même un propos de plus en plus alarmiste dans le temps. On voit que les termes se font de plus en plus... annoncent une menace de plus en plus grande à partir de 2006-2007. On voit dans les rapports des expressions, la psychiatrie au bord de l'explosion ou de l'implosion, ça dépend des auteurs. Mais il est clair que le langage devient de plus en plus alarmiste. Mais nos accords, en fait, s'arrêtent là. S'arrêtent à ces propos alarmistes. Quand on lit tout ce qui a pu être écrit, on s'aperçoit que nous sommes d'accord ni sur le diagnostic des problèmes, ni sur les solutions. Mais pourtant, et je pense que ça mériterait d'être étudié, pourtant nous sommes tous convaincus du contraire. Cette contradiction entre notre conviction et la réalité, eh bien c'est elle qui a été le point de départ de ma réflexion. Je n'analyserai pas cette contradiction, ce ne sera pas mon propos, mais je reviendrai sur l'examen des dissensus, parce que je pense que bien les connaître est indispensable si on veut poser les grandes questions qui sont à arbitrer pour refonder une politique publique dont nous avons besoin en psychiatrie. On est tous convaincus que nous en avons besoin si nous voulons opérer les mutations qui sont l'objet même de cette réunion. Alors, regardons les dissensus sur des questions que je considère comme structurantes par rapport à une politique publique et qui sont les nôtres. Et on verra quelles conclusions on peut en tirer. Commençons déjà par le début, par la question même de l'objet de la politique publique à déterminer. Psychiatrie ou santé mentale? Ces deux objets, est-ce qu'ils sont distincts, même si on est tous d'accord pour reconnaître qu'il y a des liens entre eux, ou bien le second, c'est-à-dire la santé mentale, englobe-t-il le premier, c'est-à-dire la psychiatrie? Alors c'est une question qui pourrait paraître oiseuse, mais qui est vraiment très importante quand il s'agit de définir une politique publique, parce qu'il est important au départ de bien cerner le périmètre de l'objet dont va traiter cette politique publique. Et selon ce périmètre, il ne se passe pas du tout les mêmes choses en termes de priorités, objectifs et surtout moyens qu'on va mobiliser au service de ces priorités et objectifs. Alors bien sûr, on peut toujours considérer qu'une politique publique donnée sur un objet particulier aura à faire en sorte que, au-delà de sa cohérence propre, elle s'articule avec les cohérences d'autres politiques publiques avec lesquelles elle devrait s'articuler. Mais bon, on sait tous que les articulations, c'est en général des points de fragilité pour l'action. Et si psychiatrie et santé mentale sont deux objets distincts de politique publique, il est clair que la question sera de voir les priorités et objectifs et moyens de chacun d'eux ayant tendance à s'éloigner, voire à s'opposer. Alors certains regretteraient que ces deux objets, que nous ayons deux politiques publiques différentes ayant ces deux objets-là, l'un la santé mentale, l'autre la psychiatrie, parce qu'ils prônent dans certains rapports l'unité du fait psychique, l'importance, comme on l'a dit tout à l'heure, de l'écosystème sur lequel il faut pouvoir agir,
Euh, et, euh, et donc, il prône une politique globale, établissant une cohérence d'ensemble entre les efforts en faveur des soins, de la prévention, de la réinsertion, de l'action sur les déterminants de la santé. Vous savez tout ça. C'est une thèse qu'on voit dans certains rapports, mais dans d'autres, on voit au contraire une crainte. La crainte que nos forces étant comptées, que l'organisation des soins apportés aux malades soit noyée dans un grand tout et finisse au fond par être étouffée, négligée, maltraitée. Et puis enfin, il y en a d'autres qui s'inquiètent du processus inverse, c'est-à-dire où toutes les questions sociales, économiques, politiques finiraient par être psychiatrisées, où la dépense publique consacrée à la santé serait entraînée de ce fait dans une sorte de spirale ascendante sans fin. C'est par exemple le rapport de la Cour des comptes de 2021 qui traite de ce risque. Et enfin, vous avez d'autres ouvrages ou rapports qui dénoncent l'impérialisme, avec un néologisme qui a été créé pour le désigner, qui est le santé-mentalisme, et qui viserait à asservir tout un chacun aux exigences du productivisme économique, de la machine à faire des profits, visant à préserver l'ordre social existant. Premier sujet, déjà, où nous ne sommes pas d'accord quand il s'agit de refonder une politique publique en psychiatrie qui est celle de l'objet sur lequel cette politique devra porter. Mais progressons, on peut maintenant passer au socle même de la politique publique actuelle, qui est la sectorisation. Là aussi, on pourrait dire que, déjà en une phrase, c'est que ce qui était simple est devenu particulièrement compliqué. On a les tenants de la thèse qui consiste à dire débarrassons-nous du secteur, construisons une médecine des filières et des spécialités. Et puis d'autres qui, au contraire, considèrent qu'on détricote la sectorisation, c'est insupportable, il faut en revenir aux règles qui avaient été dictées à partir de 1960 et se coller le plus possible à la doctrine qu'a portée la politique publique en France depuis plus de 60 ans. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on soit réformiste ou conservateur par rapport à cette question-là, ou sachant qu'il y a toutes les nuances de gris entre ces deux extrêmes, ce qu'il y a de sûr, c'est que le secteur aujourd'hui se porte particulièrement mal. Et un exemple qui peut-être vous a pas frappé et qui pourtant, à mon avis, est assez symptomatique. Depuis 2011, il est impossible en France d'avoir des statistiques comparatives sur les activités des secteurs, tant les dispositifs ont évolué, tant les territoires, leurs périmètres se sont décomposés. Et donc, on en constate la résultante à travers ce simple fait. Dans les rapports qui traitent de toutes ces questions-là, depuis une bonne quinzaine d'années, est apparu un nouvel objet qui s'appelle le secteur rénové. De rapport en rapport, ouvrage en ouvrage, on voit des auteurs qui reprennent ce concept sans qu'il soit toujours facile de comprendre exactement de quoi on parle en parlant de secteur rénové. On voit l'habileté, bien sûr, qui permet à la fois de rassurer les réformistes et les conservateurs. Rénover, secteur, les deux mots ajoutés l'un à l'autre se veulent assez consensuels. Mais ensuite, quand on regarde les solutions qui sont proposées, à quoi ça pourrait ressembler, ce secteur rénové, là aussi, on voit des divergences qui ne sont pas minces. Tantôt, le secteur rénové est un englobant à l'intérieur duquel on va séparer l'extra-hospitalier et l'intra-hospitalier à l'échelle d'un territoire qui est le territoire de l'hôpital, avec des gouvernances distinctes. Dans d'autres approches, le secteur est simplement inscrit dans le prolongement d'une dynamique toujours plus partenariale s'appuyant sur les CLSM, les PTSM. Ailleurs, le secteur est inclus dans une fédération à l'échelle d'une population d'environ 200 000 habitants
qui associe les cliniques privées, qui conventionne avec les établissements médicaux et sociaux, ou bien le secteur désigne, comme autrefois dans le vocabulaire courant que nous employions, qu'on employait dans les années 70, il désigne simplement l'extra-hospitalier, et puis séparé de la psychiatrie, une sorte d'évolution vers une psychiatrie qu'on pourrait qualifier de sociale qui serait hors des murs et une psychiatrie plus sérieuse, neurobiologique, qui serait intramuros. Troisième sujet de dissensus, les lits d'hospitalisation. On en a parlé dans la table ronde de tout à l'heure. Faut-il plus ou moins de lits d'hospitalisation? Manque-t-on de lits d'hospitalisation en France? Manque-t-on de chambres d'isolement? Faut-il multiplier les unités accueillant des malades dits difficiles? Là aussi, on a un débat qui n'arrive pas à se trancher entre ceux qui considèrent que trop de lits ont été fermés et réclament plus de lits et de meilleures conditions de contention, et d'autres qui réclament plus de structures extra-hospitalières, plus de prévention, et puis d'autres encore qui demandent les deux. Et enfin, d'autres rapports qui constatent que le nombre et la durée des hospitalisations, la fréquence des mesures de contention varient selon l'organisation et les pratiques des équipes de soins et pas forcément en fonction des moyens. Sur le sujet des partenariats, là aussi un consensus fort nous réunit. On est tous d'accord pour considérer qu'il y a nécessité à développer des partenariats. Elle est souvent rappelée au point de se poser la question de savoir si au fond ces partenariats sont-ils si faibles qu'on a besoin sans cesse de rappeler qu'il faut encore et toujours les développer. Donc s'il y a une certaine faiblesse dans ce développement des partenariats, on pourrait se demander quels sont les obstacles. Là aussi, selon les textes qui ont pu paraître ces dernières années, on voit des thèses différentes. Certains considèrent que ces obstacles viennent des partenaires, de leurs préjugés, de leurs ignorances de ce qu'est la psychiatrie et la maladie mentale. Et puis d'autres considèrent que ces obstacles viennent plutôt de la psychiatrie elle-même, refermée sur elle-même, ou trop dominatrice dans les collaborations qu'elle noue. Bref, la psychiatrie est-elle injustement victime depuis toujours et éternellement d'une mauvaise réputation qui la condamne à être mal aimée, ou bien, au contraire, mérite-t-elle son sort à cause de son arrogance, de ses théories fumeuses, de ses contradictions internes? Les deux thèses sont défendues dans les différentes publications, et quand je parle de publications, ce sont des rapports rédigés après consultation de beaucoup d'experts, soit par des personnalités du monde de la psychiatrie et de la santé mentale, soit par des parlementaires, soit par de hautes administrations. Quoi qu'il en soit, en tout cas, tous affirment qu'il faut développer les partenariats, mais une fois qu'ils ont dit ça, là, à nouveau, les façons de faire divergent. Faut-il laisser les acteurs s'entendre entre eux et s'en mêler le moins possible du côté de la puissance publique, ou au contraire, faut-il demander à l'État de pousser aux unions qui ne se font pas, voire les obliger? Les deux thèses existent. Faut-il mettre en place des formes de gestion partagées, associant des moyens qui sont dispersés, ou faut-il simplement tisser des liens conventionnels peu contraignants? Et là aussi, on a différentes structures qui sont proposées par les rapports des uns et des autres. Le GHT, la CPT, les groupements associant plusieurs acteurs avec une gouvernance qui est tantôt confiée à une autorité publique désignée par l'État ou tantôt élue par une sorte d'assemblée d'égaux décidant à la majorité des voix. Il y a aussi des solutions beaucoup plus light qui sont proposées, qui sont conseillées, le recours à des conventions multiples, l'appui sur le PTSM, avec bien des panachés qui sont envisagés entre toutes ces formules, dont au fond la nature varie selon les doutes, l'importance des doutes que l'on peut avoir sur la capacité des acteurs
à savoir dépasser leur cloisonnement et leurs intérêts particuliers sans y être obligés par la puissance publique. Les partenariats proposés ont toujours pour objectif de mieux assurer la qualité du parcours du patient, mais l'échafaudage des dispositifs divers et variés, plus ou moins articulés entre eux, finit en tout cas, à lire la plupart de ces textes, par créer une sorte de complexité dans laquelle on peut se demander comment le patient va se retrouver dans tout ça. En tout cas, si une organisation, une fonction de coordination des actions cette fois-ci, et pas simplement des institutions entre elles, des actions menées au service des patients est un impératif reconnu par tout le monde, là aussi, comment fait-on ? Et là, on a des propositions qui sont en général plutôt incertaines. La notion de case manager, bien sûr, est souvent évoquée. Comment exactement, à quoi elle va ressembler, où elle va être positionnée, dans quelle structure, quelle mission, quelle autorité, quelle formation. Là, c'est pas toujours très clair. Autre sujet, la question du secteur privé qui a pris une importance de plus en plus grande dans nos dispositifs de soins sans qu'on s'en rende forcément compte. 11% des lits il y a 40 ans qui étaient dans des cliniques, 26% aujourd'hui, avec une progression au niveau des alternatives à l'hospitalisation. Quelle place pour lui ? Le secteur privé qui est, on l'a suffisamment remarqué, était le grand absent en fait de la circulaire de 1960. Et donc, au nom des principes portant la sectorisation et de l'égalité de traitement, certains, depuis déjà une vingtaine d'années au moins, préconisent d'autoriser le secteur privé à développer librement tous les dispositifs alternatifs à l'hospitalisation possibles. Quelle en serait la conséquence ? On voit bien qu'il y a eu une résistance par rapport à cette demande du secteur privé depuis 20 ans. Et bien la conséquence est de savoir si on ne va pas aboutir à terme à deux dispositifs de psychiatrie parallèles en miroir, ayant à peu près la même configuration, alors qu'aujourd'hui ce n'est pas du tout le cas. L'un qui serait public et l'autre qui serait privé. Alors certains rapports s'en inquiètent, et là aussi depuis une vingtaine d'années, redoutant de voir apparaître une psychiatrie pour les plus pauvres et les plus malades d'un côté, je vous laisse deviner laquelle, et une psychiatrie pour les plus riches et les moins malades de l'autre, et là aussi je vous laisse voir qui ça pourrait être. Une psychiatrie donc très stigmatisante d'un côté, décourageant les professionnels d'aller y travailler, on en voit déjà quand même un certain nombre de symptômes, et une psychiatrie plus lucrative et plus facile, on pourrait dire, entre guillemets, de l'autre, attirant plus volontiers les vocations. Que faire pour éviter cette situation ? Là aussi, les remèdes sont variables. Appeler à plus de complémentarité, comme le font certains. Le bilan est quand même assez maigre quand on regarde ce qui se passe. Et donc... le recours à la bonne volonté des uns et des autres pour arriver à limiter le risque de voir deux psychiatries s'installer en France et qui ne collaboreraient pas entre elles. Enfin, il y a une position assez fréquente et assez répandue dans tous les textes qu'on peut lire, c'est qu'au fond, tout ne serait qu'une question de moyens. Trop peu de ressources sont consacrées à la psychiatrie et au fond c'est une vieille histoire. C'est depuis toujours la psychiatrie est maltraitée par les politiques publiques et qui s'en soucient peu, et ça depuis la nuit des temps, avec des tas de raisonnements pour expliquer pourquoi il en est ainsi. Mais d'autres rapports relèvent que, selon les chiffres de l'assurance maladie, le poste de dépense le plus élevé est celui de la santé mentale. Quand on globalise toutes les dépenses qui sont faites au titre de la santé mentale, hospitalière, ambulatoire notamment, et bien avant le cancer et les maladies cardiovasculaires. Pour une discipline mal aimée,
on pourrait dire que ça pourrait être pire. En tout cas, les moyens consacrés à la psychiatrie, dans certains rapports, qui peuvent reconnaître le fait que, au fond, c'est un poste de dépense qui n'est pas négligeable, seraient cependant en diminution année après année. Beaucoup le pensent, le regrettent, le critiquent, mais le plus souvent, je vous laisse méditer ce constat, le plus souvent, même dans des rapports comme ceux de la Cour des comptes, il est très difficile d'avoir des chiffres. Il n'y a pas de chiffres. Il n'y a pas de chiffres sur les stratégies de financement de la psychiatrie. Alors que quand on a quelques chiffres, quand on regarde, on s'aperçoit que ce n'est pas inintéressant de regarder quelles ont été les stratégies de financement qui ont pu être mises en œuvre, qui peuvent être différentes d'ailleurs d'une région à une autre. En revanche, je suis trop long ? 2 minutes ? Bien. Alors, puisque j'ai que 2 minutes, je vais aller tout de suite à la conclusion. Les autres sujets de dissension qui peuvent exister portent aussi sur des thématiques très importantes, comme la question de la qualité des soins et de la recherche. Comment on s'y prend pour la développer, la recherche, dont tout le monde considère qu'elle est insuffisante. Comment on fait pour développer l'évaluation, la qualité des soins. Donc je passe sur les positions différentes qui peuvent s'exprimer. Autre sujet important, la question du malade. Une belle unanimité ce matin. Dans les rapports et les textes qu'on peut lire, on s'aperçoit qu'on ne la retrouve pas toujours forcément. Au total, et ça sera ma conclusion, toutes ces questions-là sont quand même embêtantes parce qu'elles portent sur des questions qui sont assez structurantes pour une politique publique. À partir desquels tout le reste va pouvoir se bâtir. On voit que beaucoup de choses se passent en réalité. Franck Bellivier a cité beaucoup d'actions, de financements supplémentaires qui ont été au rendez-vous ces dernières années. Mais il n'empêche que tout ce qui se fait a besoin de s'ancrer sur une construction d'ensemble qui permettrait vraiment de tirer le meilleur profit de ce qui se fait, parce que ce n'est pas vrai qu'il ne se passe rien. Mais on n'en tire peut-être pas tout le profit qu'on pourrait en tirer, faute d'avoir traité ces quelques points qui me paraissent assez structurants et qui permettent de caractériser une politique publique. Et le décideur public, dont on passe son temps à expliquer que, au fond, tout ça est un peu de sa faute, parce que s'il avait un peu de volonté, eh bien les choses iraient mieux et s'arrangeraient. On donnerait cette fois-ci carrément tort à la remarque de Madame Richard et à celle que nous avons portée avec elle. Mais le problème, c'est que si on se met un peu à la place du décideur public, on ne peut que se demander s'il n'est pas un peu dans l'embarras pour pouvoir procéder à cette refondation, réforme, ces mutations du dispositif de soins psychiatriques, quand sur des sujets aussi importants que ce que je viens d'évoquer, nous en sommes encore à étaler des divergences qui sont quand même assez fortes. Si on veut arriver à éclairer le décideur public pour qu'enfin il puisse manifester une volonté, il faudra de la méthode, il faudra s'organiser, et s'organiser en évitant de confondre le lieu où on débat de la politique, où on se met d'accord de manière la plus consensuelle possible avec un certain nombre de représentants qui représentent tous des corps professionnels, des intérêts particuliers qui sont différents et qui ne peut pas être le lieu d'élaboration, à mon avis, de la réforme dont on a besoin. Et puis, ne pas confondre ce lieu-là, qui est absolument indispensable, avec lequel il faudra travailler, du lieu plus technique où nous pourrions essayer de poser les grandes questions que je viens d'évoquer
et de chercher à trouver avec des professionnels qui sont en contact avec les réalités immédiates, eh bien de trouver des façons de dépasser les contradictions et les désaccords dans lesquels nous sommes. Voilà, j'ai dû dépasser les 2 minutes, mais... Merci beaucoup. Merci.